Ça fait partie de la politique symbolique, c'est que la chanson n'agit jamais seule, mais qu'il y a des monuments qui sont faits en référence à la chanson, hein, qu'il y a des murs sur lesquels la chanson apparaît comme un slogan. Il y a toute une politique symbolique où la musique n'est qu'un des instruments parmi les autres pour qu'il y ait cet effet d'imprégnation. Alors, comment ça fonctionne musicalement? C'est ça la question que je me pose. Et il y a, sur le fonctionnement musical, une spécificité des politiques symboliques soviétiques, c'est qu'il faut que ça commence par une introduction qui permette à tout le monde de chanter. Techniquement, hein, on donne une note au départ et on peut y aller. Hymne soviétique. Alors, au début, pour que tout le monde puisse chanter, on donne la note. Voilà, on y va. Alors, l'hymne devenu hymne des pionniers n'échappe pas à ça, mais premier enregistrement, vous allez voir qu'on réussit à arpéger, ce qui modifie pas mal la façon d'entrer dans le chant pour enfants. Voilà, c'est un charmant parfum d'années 60. Autre version. On peut même faire chanter les enfants pour bien montrer ce qui va se passer. Vous voyez comment ça fonctionne, hein, on donne plusieurs notes qui permettent... Or, un grand succès des années 50 aux États-Unis fait la même chose. Et on est aussi dans l'utopie, hein, la pièce a été utilisée pour Retour dans le futur. Alors, les variations sur cette façon d'entrer dans ce chant pour enfants, plus fantastique, plus futuriste. Et alors, dans les exportations, on voit bien, je vais essayer d'aller assez vite, que en estonien, dans l'Estonie soviétique, on reprend le même type de production. Et le même jour, dans les studios de Riga, on enregistre en finnois, le chanteur étant le même, Georg Götz, qui est un grand chanteur en estonien et en finnois. On reprend exactement le même arrangement pour l'exportation. Parfois, les modèles d'exportation... Voilà. Alors, dans l'exportation dans les pays frères, parfois on tient compte de petites spécificités. Le meilleur élève, c'est toujours la RDA, la République démocratique allemande. Immer scheine die Sonne. Mais on adapte aux traditions nationales, comme on le dit dans le discours officiel. Ou bien à la tradition symphonique savante. Alors, on est entré dans l'introduction, vous voyez qu'il y a déjà quelque chose de différent qui marquerait une sorte de rupture. Très vite, la personnalité de l'auteur du texte, Oshanin, qui est un poète très prolifique, qui a fait par exemple les paroles de l'hymne pour la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique, qui fait les festivals de la jeunesse et des étudiants tous les ans. Parmi d'autres, un poème à la chaîne, reconnu, hein, voilà pour mesurer sa reconnaissance, statuifié, etc. Hein. Le compositeur Ostrovsky est ancien pianiste et accordéoniste de l'ensemble de variétés de Léonid Utchosov, qui est un des grands chanteurs populaires des années 30, 40, 50, 60, qui a beaucoup composé, qui a fait par exemple une chanson scolaire qui est assez intéressante. Avec voix d'enfant, hein, on est vraiment dans un registre spécifique de mobilisation de la jeunesse. Hein. Voilà, Ostrovsky, Oshanin, les auteurs, compositeurs. L'interprète, la première interprète créatrice de cette chanson est une certaine Tamara Miantsarova, laquelle est devenue une grande chanteuse, mais là est toute jeune, et voilà ses qualités vocales qui sont à la fois de diseuse et qui est capable d'avoir des registres différents, en particulier un faux ton enfantin tout à fait étonnant.
musique pacifique dramatique. Alors, intéressant, c'est qu'on est à la fin de l'époque khrouchtchevienne, Brejnev et les quelques autres chasses Khrouchtchev, et la chanteuse qui a créé la chanson se trouve reléguée au théâtre de Donetsk, qui n'est pas vraiment une promotion. Ce qui est peut-être le signe que cette dernière chanson de l'époque khrouchtchevienne a pu déranger. Alors la création se fait, c'est très intéressant, au festival de Sopot, en Pologne, en 1963, ancienne ville balnéaire prussienne, devenue une sorte de vitrine occidentale, étant un grand lieu les musiciens de jazz y ont joué. Sopot est vraiment une des filières possibles. Elle chante dans le même festival de Sopot, une chanteuse israélienne vient. Donc voilà l'enregistrement officiel au festival de Sopot. Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Bon, vous voyez ce côté très, très étonnant. Alors, pourquoi c'est instrumentalisé? Parce qu'au même moment, le chant officiel des pionniers date de l'époque stalinienne, il est plus utilisable. Hors course, c'est passé. Donc c'est tout à fait utilisable, d'autant plus que cette idée qu'il faut respecter le soleil, que pique dans la propagande pacifiste soviétique. L'Union soviétique défend la paix, l'Union soviétique est le meilleur artisan de la paix. Donc cette idée que les enfants porteurs de paix peuvent être utilisés, le thème marche très bien et correspond à la propagande officielle. La musique peut fonctionner. Bon, le soleil. Et ce qui est toujours étonnant dans la propagande soviétique, c'est qu'on peut appeler à la paix avec un petit peu de militarisme. Тише, солдат, слышишь, солдат, люди пугаются взрывов. Тысячи глаз в небо глядят, губы упрямо твердят. Une idée peut-être de l'usage qui en est fait. Une des hypothèses que j'ai, c'est qu'il faut que ce soit chanté faux. Et ça, c'est un point important dans la politique symbolique. Pour montrer que c'est populaire, c'est chanter faux. Exemple. Bon, il y aurait un seul exemple, on pourrait douter de ça. La version estonienne chantée par le grand chanteur Georg Ots, qui a aussi du succès en Finlande, met un gamin dont la voix contraste complètement avec celle du grand chanteur. Suur päiksesõõr all taevakar, nii näeme joonistust poisil. Kõik valmis teeb, siis lihtsalt veel alla ta kirjutab read. Olgu jääb meile päike, olgu jääb meile taevas, olgu jääb meile ilma, olgu jääb. Ah oui, c'est nécessaire, hein. Voilà un procédé de légitimation. Ce ne sont pas des professionnels qui veulent la paix, c'est l'ensemble du peuple soviétique, même estonien. Bon, alors, une fois qu'on a ces ingrédients, on peut passer à l'échelle au-dessus dans la célébration avec du grand spectacle qui additionne le côté militariste des hommes qui chantent
Je veux voir ma maman, c'est un peu étonnant, hein. Des enfants de tous les pays qui réussissent à se mettre d'accord, des jeunes filles et du public largement décoré qui tape dans les mains. Voilà ce que ça donne. Слышишь, солдат, люди пугаются взрыва. Тысяч глаз небо глядят, губы прямо твердят. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Против беды, против войны, станем за наших мальчишек. Et du moment où j'ai du mal à garder mon sérieux dans ce travail. Alors, ce qui est mis en scène, et c'est pour ça que la musique, à mon avis, parle sans même regarder les paroles, c'est non pas seulement le côté attendrissant des enfants, mais l'attendrissement des parents face aux enfants. Un exemple. Небо вокруг, это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, всегда будет небо, всегда будет мама, пусть всегда буду я. Всегда будет солнце, всегда будет небо, всегда будет мама, пусть всегда. Alors, il y aurait des interprétations en termes de démographie à poser sur la structure de la société soviétique à l'époque. Pourquoi on parle de maman et pas de papa dans les années 50 et 60? Pourquoi on voit les grands-parents et pas les parents? Pourquoi il y a des phénomènes vraiment démographiques qui apparaîtraient de cette façon? Alors ça circule. Et je vais essayer brièvement de montrer une des voies de circulation parce qu'elle a un effet de légitimation, parce qu'elle intervient dans la politique symbolique. On passe facilement Meile päike olgu jää. de l'estonien au finnois. Il y a une certaine intercompréhension, les structures sont en partie les mêmes, le chanteur est le même, c'est Georg Ots. Paista aurinko aina taivas kirkas. Il a fait de l'opérette aussi, il a fait diverses choses. Il y a une minorité suédoise en Finlande qui peut s'intéresser à ça et l'exporter en Finlande. Mais là, attention, on arrive à quelque chose qui aujourd'hui dans la société russe est perçu comme un plagiat de l'époque soviétique. Здравствуйте. Alors lui, c'est le détective chasseur de plagiat qui dénonce sur Internet la façon dont on a plagié l'époque soviétique et qui a trouvé le cas extrême, qui est cet ensemble des Hootenanny Singers, qui sont à l'origine de la fondation du groupe ABBA, dont un des premiers succès a été I picture you dressed as a bride. I hear the wedding bells ringing. I picture me there by your side, where I will be evermore. Gabrielle, I adore you. It's the rain. Bien évidemment, ce monsieur est très fâché, alors il les dénonce. Любовную песенку «Габриэль». Причем автором песни Ils значился n'ont pas он payé les сам. droits d'auteur. Je me demande dans quelle mesure ce n'est pas, mais là je vais tomber dans une sorte de délire, un plan soviétique de dire pillez-nous, hein, pour banaliser d'une certaine façon. Et alors ça arrive dans des endroits alors là, où j'arrive à la limite de mes connaissances et de mon repérage.
Bon, ça, je ne comprends pas, je ne sais pas ce que c'est. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que sur la télévision israélienne, on voit une version sous-titrée en hébreu, en ivrite, en hébreu moderne, sous-titrée en caractère cyrillique pour apprendre l'hébreu aux migrants russes grâce à cette chanson. Chanter en hébreu. Donc c'est que Dieu bénisse. Vous voyez, pour faire du post-soviétique, c'est vraiment que Dieu bénisse le ciel, le soleil, ma maman. Et évidemment, on le met dans plusieurs langues. Original russe. Donc ça finit en yiddish, hein. Tout à fait intéressant, ces modes d'appropriation différents. Qu'en est-il dans le bloc post-soviétique, dans les anciens pays du bloc soviétique? Toujours la RDA, bon élève. Hein. Immer scheinet die Sonne, immer leuchtet der Himmel. Et puis, dans d'autres pays, par exemple en Tchécoslovaquie, de l'époque de la normalisation, c'est tout à fait conforme au modèle. Si la chanteuse a des allures de hippie, les enfants sont tous des pionniers. Hein, avec le... Alors, c'est resté suffisamment pour que ce soit devenu aujourd'hui, dans les modes parodiques d'appropriation, quelque chose où deux notes suffisent. Donc une dame reçoit une médaille, elle chante deux notes et on dit « Oh my God », c'est une polonais qu'on peut facilement comprendre. Nina Hagen se promenant dans l'ancienne RDA. Un groupe estonien. Et je vais terminer avec trois exemples, même deux exemples, allez, deux exemples en Russie. La version poutinienne. Et puis la version folklorisante, hein, l'intégration complète à un folklore. C'est devenu un air de folklore parmi d'autres. Je n'ai pas la version sur un instrument électronique, mais ça ne saurait tarder. Bon, et j'ai choisi. Hein. Alors, des éléments de conclusion sur les modalités de la mobilisation musicale, de la politique symbolique post-totalitaire et du passage de la variété à un statut de quasi-hymne durablement ancré dans les mémoires.
Je crois que l'importance des diversités des modalités d'appropriation apparaît comme une des clés de ce qui marche, mais j'insisterai aussi sur l'importance de la chronologie. C'est que quelque chose qui commence comme un air de variété, à la fin de l'époque khrouchtchevienne, à l'extrême fin de l'époque khrouchtchevienne, la chanteuse qui le crée se retrouve assignée en résidence à Donetsk, et ça devient un dispositif de retotalisation de l'époque brejnevienne. Ensuite, j'insisterai peut-être sur les modes de légitimation par le rapport à l'étranger. La coïncidence avec la variété américaine, avec un décalage d'une dizaine d'années, le fait que ça soit pillé, loin d'être quelque chose qui, à l'époque, est dénoncé, est bien le signe d'une volonté de banalisation de la politique soviétique et donc du succès de sa politique extérieure, cherchant à imposer l'image d'un pays avant tout pacifique. Merci de votre attention.